Bienvenue dans le podcast du Monday Meeting. Et qu'est-ce que le Monday Meeting ? Le Monday Meeting, c'est tout simplement la réunion d'amis, entrepreneurs qui viennent discuter de sujets qui les concernent et qui viennent faire un échange d'expériences autour d'une table ronde. Voilà. On est sur un épisode particulièrement spécial et je salue en premier lieu mes deux comparses et amis. Oui. Félix, comment vas-tu ? Impeccable. Impeccable. Sergio. Ah là, je suis pas d'accord parce que quand les gens vont écouter, ils vont dire mais quel salaud. Comment ils osent se présenter avant la dame. Non. Moi, je valide pas ça. Là, je suis obligé de valider. On commence. Je suis obligé de réinstaller un petit peu nos habitudes pour pouvoir beaucoup mieux présenter notre invité qui est tout simplement notre premier invité hors Monday Meeting, hors du cadre du Monday Meeting. C'est vrai. Et donc maintenant qu'on a posé ces fondations, on peut s'adresser directement à notre invité, une invitée de marque. Merwa, comment vas-tu ? Très très bien, je suis vachement bien entourée. On est très heureux de t'accueillir dans ce podcast. On a longtemps entendu parler de toi, puisque tu es une amie de Sergio, de longue date. Très longue date, ouais. Et vous aurez peut-être l'occasion d'expliquer dans quel cadre vous êtes rencontrés. Et tu es entrepreneuse, Merwa. Ouais. Voilà, donc on s'est dit, nous, dans le Monday Meeting, on a l'habitude, nous, de se rencontrer, de se réunir, de discuter de sujets et d'autres, de problématiques, de choses qu'on a pu rencontrer dans notre parcours. Et on s'est dit que ce serait super intéressant aussi d'avoir des avis extérieurs. Donc on a déjà traité pas mal de sujets au cours des derniers épisodes. Je ne sais plus combien on est. Je crois que c'est l'épisode 5 là. Malheureux, on ne sait pas quand ça sort. Non, c'est 5. Il y a eu quelques épisodes avant. Ouais, c'est 5 parce que le 1 étant le 0, c'est le 6e, donc c'est l'épisode 5. Voilà, ça c'est notre running gag puisque moi j'essaye de pousser le nombre d'épisodes et puis Sergio il essaye de tirer le nombre d'épisodes. Donc voilà, on essaye de négocier et une négoce perpétuelle sur ce podcast. Serge il tire vers la qualité. Oui, l'excellence. ouais, l'excellence, c'est ça. Pas la perfection, juste l'excellence. Et donc Merwa, oui, tu es notre premier invité, donc c'est un honneur de te recevoir. Et donc on va avoir l'occasion de discuter un petit peu de ton parcours, de ton expérience, que tu nous présentes un petit peu ton activité, de quoi c'est parti. Enfin, on a tout un tas de questions, mais c'est pas vraiment une interview, c'est plutôt une discussion, une table ronde, et puis on va pouvoir parler librement, puisque la parole ici est libre. Donc on n'est pas sur la discussion de comptoir, mais pas loin quand même. Let's go. Ça te convient ? Parfait. Les règles sont posées, le cadre est posé aussi. Même si ça lui convient pas, on y va quand même. Il faut contrebalancer, j'ai commencé gentiment là, maintenant c'est fini. Là. Sergio, écoute, puisque t'es bouillant, je te propose, alors déjà j'aimerais qu'on salue, parce qu'on vient d'upgrader le podcast. On a investi dans du matériel d'ultra qualité. Waouh. Voilà, ça s'entend ou pas ? Ouais. Il y a des voix suaves, il y a des voix. Ah ouais, là c'est bon, je change de métier, là c'est fini. Je vais partir sur la chanson. Mais moi ça me rassure. Ça me rassure parce que je me dis que toute part d'investissement implique une forme de rentabilité. Et pour moi la rentabilité ça va être la diffusion en masse. Non, n'essaie même pas de jouer à ça parce que ça peut juste être un investissement plaisir. Hein. Voilà. Donc, le genre de ligne d'investissement tu dis mais on avait investi dans quoi là ? Tu sais quoi, ça va durer jusqu'à l'épisode je sais pas combien. Et j'imagine les gens qui vont écouter ça, une fois que ça sera sorti, ils vont se dire mais ils ont hésité autant de balancer ce truc. Ou c'est juste une blague depuis le début. Ouais, voilà, je pense que c'est une blague, on sait très bien ce que ça va donner. Hein. Ça va donner fort. Sergio, peux-tu introduire Merwa, nous expliquer un petit peu votre rencontre, comment ça se fait, dans quel cadre, etc. Oui, alors pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, vous savez que j'ai eu un parcours assez long en agence de communication. Et en 2010, donc, j'ai rejoint une agence qui s'appelle Proximity BBDO, qui est basée, je crois qu'elle est toujours basée d'ailleurs à Boulogne. Ça a changé de nom entre-temps, c'est devenu TBWA. En tout cas, il y a eu une fusion avec l'autre agence, donc TBWA. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je rencontre Merwa. On est tous les deux chefs de projet sur des comptes internationaux. Et mais je sais pas, le courant est assez vite passé. Faut dire que je pense que je l'ai un peu décrit aussi. Le monde des agences, c'est un monde assez particulier. Tout ce qui tourne autour de la publicité, les gens rigolent, il y a eu des films autour de ça et tout ça. Et il y a une part de vrai, c'est-à-dire que
c'est pas que les gens sont superficiels, mais un petit peu, quoi. Il y a un masque, il y a une façade. Ouais, il y a un côté tout le monde a son positionnement. acting, qui est assez particulier. Ouais. Et vous devez le savoir aussi, j'ai aussi cette faculté à lire un petit peu derrière les masques. À démasquer. Voilà. Et Qui est le nom du bouquin de Sergio. Ouais, merci de mettre la pression. Un bouquin qui est encore sur mon étagère. Je suis dans le bouquin d'ailleurs. T'es dans le bouquin, Merwa? Ouais, Top, voilà. top. Voilà, donc encore un autre... Donc voilà, donc on se rencontre chez Proximity, le courant passe bien, et puis on peut avoir des conversations de personne à personne sans le masque, et c'est rassurant en fait. C'est plaisant de pouvoir naviguer dans cet univers-là et de temps en temps sortir un peu la tête et prendre une bouffée d'air frais et avoir de vraies conversations autres que autour de la communication et de la publicité. Ouais. Voilà. On pourra revenir sur ce qui fait maintenant plus de 13 ans d'amitié, où il y a eu des épisodes importants. Mais s'il fallait résumer, c'est il y a des personnes comme ça qui viennent vous chercher dans l'ombre et qui viennent apporter un peu de lumière quand vous traversez des choses assez difficiles. Et ce podcast, c'est aussi une bonne opportunité de la remercier pour ça. Voilà. Oh. Et Je viens de faire faut pleurer. pas... Ouais, non, surtout pas. On n'a pas eu de pleurs encore. Si vous pouvez avoir une exclue, Merwa, n'hésite pas. La séquence émotion. Tu t'adresses à la mauvaise personne. On va filmer ça. Ouais, bah justement, le film, c'est d'ici 3-4 épisodes, je pense qu'on pourra installer les pourra caméras. On pourra investir encore, voilà. Donc là, on va être obligé de poster tout ça, alors. Merwa, du coup, dans cette agence, quel était ton rôle? Parce que nous, on connaît un peu le rôle de Sergio. Il a pu présenter un peu les différentes cordes qu'il a à son arc. Toi, qu'est-ce que tu faisais dans cette agence exactement, du coup? La gestion de projet. Donc c'est assez général. J'étais passée de compte... je crois que ça faisait 3 ans que j'étais à l'agence, 2-3 ans que j'étais à l'agence. Après un master en web marketing, j'étais arrivée en stage. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur des petits projets un peu plus techniques que créatifs. Assez vite, je m'intéressais plus à la technique que la créa. Et je crois que quand on s'est rencontrés, je travaillais sur Philadelphia. Je lançais Philadelphia en France. Ah ouais? Ouais. Ok, et, top. Et on avait fait le plus grand cheesecake d'Europe à l'époque, sur les grands boulevards. Donc je faisais de la gestion de projet. Ok. C'est assez global. C'est un peu touche à tout et tu fais pas grand chose dans la technique, mais tu sais lire un peu tout, tu comprends tout, tu sais parler à tout le monde, tu sais parler aux équipes créatives, techniques, etc. Ok. Bah, ça, c'est un aspect, tu vois, pour expliquer, avec Félix, du coup, on est une boîte de production audiovisuelle, tu vois. Et au départ, on a commencé, nous, plutôt avec l'aspect ultra technique, donc de la vidéo, savoir comment réaliser, comment filmer. Et on a glissé un petit peu vers ce rôle-là, plutôt de gestion de projet, tu vois, trouver des équipes, manager des équipes et compagnie. Et tu vois, c'est une question que je me posais il n'y a pas très longtemps. C'était justement, est-ce que justement un gestionnaire de projet doit connaître la technique de fond en comble, ou est-ce qu'il doit avoir une certaine approche et puis pouvoir s'adresser en fait à un panel assez large d'intervenants, que ce soit auprès du client ou bien auprès des gens qui vont venir en... C'est de comprendre tous les corps de métier. En fait, tu veux pas te faire entuber dans ton projet, tu veux qu'il avance. Et si un développeur te dit que telle page va prendre 3 semaines et tu sais très bien qu'elle va prendre 48 heures, tu vas dire c'est bon, c'est pas moi que tu vas la faire à l'envers, tu vas mettre 48 heures, je vais te donner une journée de plus. Mais non, c'est surtout pas ne tout connaître en profondeur, parce que tu perdrais trop de temps. Ouais. Et tu peux pas avancer. C'est la possibilité de communiquer avec tout le monde et à la fois d'être éponge, parce que tu absorbes le stress de tout le monde et tu dois continuer à faire avancer le projet. T'es un peu entre le marteau et l'enclume. Exactement. Okay. C'est un rôle un peu bâtard, parce que quand tu évolues en tant que chef de projet, tu vas vers de la direction, tu gères des équipes de plus en plus grosses, mais tu rentres jamais dans le détail tu te spécialises jamais en fait. Et puis un autre problème avec ça, c'est que c'est
quand ça va bien, c'est jamais grâce à toi, et quand tout va mal, Exactement. c'est D'ailleurs, toujours de ta faute. D'ailleurs, à chaque fois qu'on finalisait un projet, moi, les gens faisaient la fête, mais moi, je faisais jamais la fête parce que le stress était tellement énorme. Et c'est vrai que t'es jamais remercié, mais bon, ça, c'est pas un truc qui me dérangeait, moi, je m'en fichais. Ouais. Ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un dire ça, parce que quand c'est moi qui le dis à chaque fois, ça fait le mec qui râle tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un métier quand même qui est assez ingrat. Et il faut trouver le moyen, en l'exerçant, d'aller chercher des petits plaisirs comme ça. Donc là, elle a décrit, et c'est aussi ça qui est marrant, elle a décrit un profil de chef de projet qui effectivement va être plus sur le côté management et compréhension des personnes. Donc elle a pris en plus, c'est marrant, sur l'aspect négatif des gens qui essaient de t'entuber au sein même de ton agence. C'est ça qui est marrant, et on en a parlé dans ce podcast. On parlait des gens qui préfèrent regarder par la fenêtre, écouter les oiseaux chanter plutôt que faire leur boulot. Malheureusement, il y en a beaucoup dans les agences et dans les entreprises, et il faut savoir gérer ça. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est parce que j'avais un parcours assez polyvalent, on pouvait carrément pas me la faire à l'envers, parce que j'avais vraiment exercé pas mal des métiers de cette chaîne-là. Et toi, tu avais vraiment le bagage technique, entre guillemets, pour pouvoir dire non, ça... Là, non. Et du coup, les premières choses que je faisais, c'est étaler un petit peu tout ça et faire comprendre que, non, en fait, vaut mieux qu'on rentre sur des rapports sains. Ça évitera que je revienne à chaque fois et expliquer que, non, ça marche pas, tu me racontes des salades, quoi. Donc, moi, j'ai pas vécu... ce qui semble être une frustration de son côté. Moi, j'ai pas vécu ça du tout, parce que chaque fois que ça allait dérailler vers ça, tout de suite, je mettais en place ce rapport de dire, non, en fait, je pourrais être assis là où t'es assis, en fait, si tu veux. Donc, c'est un choix de prendre un peu de recul, parce que on en a parlé dans un podcast aussi. Toi, t'as des chances de finir jardinier, donc je préfère rester généraliste que spécialiste. Mais ouais, c'est pas simple du tout comme métier. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, et surtout, elle en a parlé aussi, l'évolution, c'est quelque chose qui me plaisait pas forcément. C'est tu prends plus de responsabilités, tu manages plus de personnes, et en fait, finalement, tu t'éloignes des projets, quoi. Et moi, c'est les projets qui m'intéressent. Toi, du coup, ça me fait rebondir, Marois, tu t'es resté combien de temps, du coup, à ce poste-là, dans cette boîte-là? 3 ans, je crois. 3 ans, à peu près, ouais. 3 ans, et puis après, je suis partie aux US. Ok. Carrie. Parle-nous un petit peu de ce départ, de quoi, qu'est-ce que tu allais faire aux USA? Je suis partie en 2012 à Houston. Raison personnelle. Ok. Voilà, tu décides de quitter la France. J'ai toujours rêvé de vivre dans un pays anglophone. Mais le dernier pays que je voulais, c'était les US. Ah ouais. Donc j'avais vécu à Londres pendant 1 an et demi, j'avais adoré. Et la météo a eu raison de moi, donc je suis rentrée en France. Je m'étais dit peut-être un jour l'Australie, mais c'est un peu trop loin. Ouais. Je suis assez proche de ma famille. Et puis l'opportunité est arrivée d'aller aux US. Du coup, je suis partie aux US. J'ai pas fait grand-chose pendant 1 an. Ok. Voilà. J'attendais de pouvoir travailler, et le jour où j'ai pu travailler, j'ai déménagé à Boston. Et donc mon anglais était, je pensais qu'il était bon. T'as eu un anglais texan du coup au départ? J'entendais les Texans, pareil, je me dis, mais quel anglais j'ai appris moi en fait. Ouais. Et pour commencer à apprendre l'anglais, j'ai cherché tout ce que je pouvais faire, et je pouvais pas faire grand chose sur place. Donc j'ai commencé à être vendeuse dans un magasin de fringues. Ok. Donc le métier que je faisais quand j'avais 14 ans. Ok. Donc je travaillais pour Cynthia Rollet à mi-temps, et c'est comme ça que je me suis dit je vais commencer à vraiment côtoyer des gens. Et de là, après Cynthia Rollet, j'ai travaillé dans une agence digitale.
en tant que bénévole, j'avais plus du tout confiance en moi. Ah ouais? Ouais, plus du tout, parce que en France, ça allait très bien, et puis arriver aux US, c'est assez impressionnant. C'était uniquement la barrière de la langue qui te freinait ou c'était le fait de pas comprendre forcément l'écosystème là-bas Bah, après avoir passé 1 an à Houston, j'ai développé je suis vraiment devenue agoraphobe. Donc Ah ouais. j'avais beaucoup de mal à sortir, j'avais beaucoup de mal à rencontrer des gens. J'allais faire mes courses à minuit, Ok. 23 heures, pour pas rencontrer des gens, pour parler à personne. Et pour me forcer à parler aux gens, j'ai été travailler dans un magasin de fringues. Et puis après, agence digitale, et pareil, je l'ai fait en tant que bénévole, mais très vite, j'aime l'argent. Voilà. Le décor est planté. Voilà, c'est dit. Être totalement assumé. Tu prêches des convaincus ici. Et très vite, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et petit à petit, j'ai repris confiance en moi. J'ai pris une coach. Ça a duré 2-3 séances. Et on m'a proposé un poste chez Schneider Electric. Mais juste un peu avant, j'ai monté une boîte de robotique, robot médecin. À Boston? À Boston. Ok. Et donc, c'était génial parce que je pouvais travailler de chez moi. Donc, je voyais personne. C'était parfait. Ok. Il y a une petite donnée qui est quand même marrante dans le récit tel que là je l'entends. C'est qu'il faut prendre en compte le fait qu'avant de partir, donc quand on bosse ensemble, on bosse tous les deux sur des comptes internationaux. Ça veut dire que tu parles anglais toute la journée. Donc, elle n'a pas Oui, un niveau 0, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Elle a un niveau en anglais avant d'y aller. Mais effectivement, si tu tombes sur les cowboys de Ouais, Houston, ouais. Mais rien ça te à fait voir. bizarre, quoi. Ça te fait Rien bizarre. à voir. Ils parlent tellement vite. Enfin, passer de Houston à Boston, ils ont tous les deux des accents et ça va très très vite. Et tout de suite, t'as l'impression d'être dans un film américain où tu dois tout de suite réussir assez vite et Il manque les sous-titres. Oui, il manque les sous-titres, exactement. Oui, c'est vrai qu'en partant de là, en partant de France, je m'étais dit... petite parenthèse, faut savoir que quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux US, je déjeunais avec Serge et je lui disais, ouais, j'ai cette opportunité et tout. Il me dit, mais fonce et tout. Je lui dis, mais t'es fou, c'est un risque de malade et tout. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Il me dit, vas-y, fonce et tout. Donc j'ai pris ma décision après un déjeuner avec Serge. Parfait. Ouais. Les bonnes décisions. les bons déjeuners qui changent une vie. C'est ça qui est bon, gars. Non, mais on a parlé, tu vois, dans un des épisodes, en fait, on parlait des risques et puis aussi de la façon de s'adapter justement à un nouveau marché, autre chose. Toi, t'es passé, ce qui est intéressant, c'est que toi, t'as rencontré ta peur, en fait. C'est-à-dire que t'avais des appréhensions et une fois que t'es arrivé là-bas, ça s'est matérialisé au point de même pas vouloir voir du monde, quoi, au bout d'un moment. Et t'es allé au-delà de ce truc. Et donc, c'est à ce moment-là, quand t'es à Boston, que naît en toi la première fibre entrepreneuriale ou c'est quelque chose que tu traînais en toi depuis longtemps? Ah non, je traînais ça depuis très longtemps. Moi, j'avais ma tante qui travaillait chez Gilbert Jeune et Gilbert Joseph, qui faisait des ménages, Ouais. et qui me ramenait des livres tout le temps. J'avais tout le temps plein de livres. Donc, je lisais une partie, et l'autre partie, je la vendais, je vendais les livres dans les brocantes. Ok. Donc, j'avais, je sais pas, 8, 9, 10 ans, et j'étais cute, et je crois que les gens achetaient les livres vraiment pour me faire plaisir. Ouais. Et puis j'aidais ma tante un peu chez elle à ranger ses fringues, etc. Et elle me payait. Je passais tous mes week-ends chez elle. Ok. Et elle me payait. Et de temps en temps, elle empruntait mon argent et elle me les rendait avec des intérêts. Ok. Et ouais, c'est vraiment t'étais dans le elle. seul depuis toujours, toi. Ouais, paix à son âme. Elle m'a toujours dit, si tu prêtes de l'argent, il faut le récupérer avec des intérêts. Et je dis, ouais, mais c'est toi qui me les as donnés. Elle me dit, non, mais c'est pareil. Et gamine, j'ai toujours eu beaucoup de caractère. Et ma mère me disait, mais comment tu vas faire quand tu vas grandir et que tu vas avoir un patron? Je lui dis, mais je serai mon propre patron. Donc c'est un truc qui est en toi depuis... Ouais, depuis toujours. Mais tu le sais pas parce que tu sais pas vraiment le verbaliser. Enfin, après, moi, j'ai grandi en cité et j'ai été en ZEP. Et les possibilités d'évolution sont assez limitées parce qu'on te dit tu peux être que ci ou que ça. Au collège, quand tu es en la conseillère d'orientation, Ouais. moi on m'avait dit tu peux être coiffeuse ou secrétaire. J'ai rien contre les coiffeuses ou les secrétaires, mais c'était absolument pas ce que je voulais faire.
Et on m'avait limité à ça. Et je leur avais dit, mais jamais de la vie, je vais vous montrer ce que je vais faire. Ouais. On me dit, non, mais si t'as ton bac, franchement, on n'y croit pas. Invasion de pensées limitantes et de carcans psychologiques. Est-ce que tu as noté son nom Est-ce que tu peux envoyer un name dropping là dans le podcast pour qu'on la salue? Je suis très mauvaise avec les noms. Donne-nous le nom de la CPE de l'époque là. Ouais, non, mais juste le directeur de l'école. Enfin, on reviendra à ça, mais c'était une catastrophe. C'est un directeur d'école qui m'a fait démissionner d'un lycée. Bon, donc si on repart sur... Donnez les noms, c'est important. Qu'on puisse leur envoyer des mails, qu'on puisse leur envoyer le lien du podcast pour qu'ils écoutent les dégâts qu'ils font. Les dégâts? Non, alors avec moi, il n'y a pas eu de dégâts parce que justement, ça a été du fuel. Parce que ça m'a juste donné envie de continuer et de persévérer, etc. Et j'avais de l'handicap, parce que je suis dyslexique. Ouais. Donc il y a des... Enfin... Il y a des choses qui ne me venaient pas facilement. Donc si on repart à Boston, ouais, on était 2 à monter la boîte. Donc la boîte, elle marchait très bien, elle marche très bien encore aujourd'hui. Et puis après, j'ai eu une proposition chez Schneider Electric. Schneider, c'était de la digitalisation de process en interne. Okay. Bon, c'était hyper intéressant parce que c'était une société française. Je croisais de temps en temps des Français. Mais tout était en anglais, évidemment. Et puis, j'ai eu plusieurs postes en interne. Ok. Et du coup, là, tu avais toujours ta boîte? Ouais. Ou bien, okay. J'avais toujours la boîte. Elle tournait à côté. J'avais pas besoin de m'en occuper plus que ça. Ouais. Il y avait des gens qui faisaient ça très bien. Et moi, j'avais besoin de m'épanouir. Je commençais à avoir besoin de m'épanouir à l'extérieur de la maison. Ok. Voilà. Et quand tu montes la boîte là-bas aux US, ça, c'est un truc qui m'intéresse, c'est... Tu t'associes avec une personne de là-bas? Ouais. Ok. Qui lui connaît un petit peu qui est dans le métier, les statuts, la façon de monter une boîte là-bas. Ouais, bien sûr. Donc t'as un réseau qui fait que c'est facilitant, quoi. J'ai toujours aimé et j'ai toujours voulu m'entourer. Et j'aime ça. C'est pas toujours facile, mais j'ai le truc pour bien m'entourer. Et je cherche toujours des gens hyper calés dans leur domaine et bienveillants. Donc après, c'est mon truc. La recette. La recette. J'ai l'impression que c'est la vraie clé de la réussite. Je sais pas si on peut parler de la réussite, mais le fait de savoir s'entourer, c'est un truc qui revient quand même assez souvent. Ouais. Dans les facteurs de succès, quels qu'ils soient d'ailleurs. Après, tu fais des erreurs. Hein. Enfin, moi, je fais beaucoup d'erreurs de jugement sur les gens. Assez vite, je peux dire que quelqu'un est gentil. Et il est sympa. Mignonne. Voilà, tu vois. Je vais appeler Serge, je lui dis, attends, j'ai rencontré telle personne super sympa. Il me dit, non, mais je connais, t'es super sympa. Mais assez vite, tu peux pas me la faire longtemps. Assez vite, je me dis, putain, l'enfoiré. Ce podcast ne sera pas censuré. Non, absolument pas. Il n'y aura pas des bips. Hein. Jamais. Et donc, tu restes à Boston un petit moment? Je reste au total, je crois, à Boston 7 ans. Ok. Voilà. Et étant chez Schneider, au bout d'un moment, je me dis que j'ai envie de rentrer en France. Après Trump, je crois 1 an après Trump. Ouais. Quand Trump est passé président, tous les Français m'appelaient. Alors, tu vas rentrer? J'ai dit, bah non, enfin, j'ai ma vie, moi, maintenant. Et non, il n'a absolument pas... c'est pas du tout lui qui a fait que je suis rentrée en France. C'est juste un vrai besoin de retour aux sources. Et j'avais besoin de faire autre chose. Je voyais que je tournais... ça faisait longtemps que je travaillais. J'ai fait de l'alternance toute ma vie. Donc moi, quand je suis arrivée à la fin de mes études, j'avais déjà 7 ans d'expérience. Donc j'ai commencé à travailler, j'avais déjà 7 ans d'expérience. Et donc là, j'avais besoin de faire autre chose. J'avais un vrai besoin de retour aux sources. Ok. Voilà. Et donc, tu rentres en France? Je rentre en France avec mon conteneur qui arrivait dans... Comment ça se passe au niveau de la boîte que tu as montée là à Boston? Qu'est-ce que tu fais? Tu vends tes parts? Tu restes associé? Je reste associé, mais silencieux. Ok. Voilà. Ok. Donc je ne la gère plus du tout. Ok. Et donc, du coup, tu arrives en France. Qu'est-ce que tu entreprends? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'idée? Quel est le mindset à ce moment-là? J'arrive en France, faut savoir que j'avais jamais couru de ma vie.
Et 3-4 mois avant de revenir en France, je décide de m'inscrire au marathon de Paris. Je me dis, tiens, c'est une bonne idée, c'est un bon challenge. Je m'entraîne en 3-4 mois et j'arrive à Paris, je cours le marathon. Et ah oui, quand j'ai quitté les États-Unis, je n'avais pas démissionné de mon poste. Hein. J'avais négocié un télétravail. Un télétravail, exactement. J'avais démissionné. J'avais déménagé. C'est moi qui ai payé mon déménagement, donc c'est pas la société qui m'a. Parce que la suite est importante. Ok. Je cours le marathon et le lendemain, je démissionne. Et c'était juste une semaine après être revenue en France. Ok. Et là, je me dis, non, mais moi, je peux faire autre chose. Le marathon, tu le finis, là? Les 42 Ouais, kilomètres bien sûr. Sans m'arrêter. Je finis sans m'arrêter. Magnifique. Son genou s'en souvient encore. Ouais, mon genou s'en souvient encore. C'est pour ça que j'ai une petite couverture. T'as appris à courir en 3 semaines et... Non, 3-4 mois. 3-4 mois, ouais, c'est non. quasiment pareil. C'est pareil. Tu peux changer les semaines en mois, ça change pas Ouais. grand-chose. Et tu finis par faire un marathon. Je finis le marathon, exactement. Et le lendemain, je démissionne de la boîte pour laquelle je bossais. Et C'est puis, quoi, c'est le déclic? Ouais, t'as un espèce de déclic. Non, mais tu cours 42 km, tu te dis, mais je suis la reine du monde. Je Ouais. peux faire tout ce que je veux. Ouais. Et quand l'adrénaline chute, tu te dis, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu démissionnes d'un poste américain, ça veut dire pas de chômage, ça veut Ouais. dire rien. Ouais. Rien du tout. Et là, tu te retrouves à Paris avec ton conteneur qui arrive de toutes tes affaires américaines. T'as plus rien. Ouais. Donc, tu dois repartir à zéro. Donc, tu bades un petit peu. Donc, Capricorne, je bade un peu, mais pas trop. Et très vite, je me dis, OK, retour aux sources, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je fais un rêve. Je rêve que je travaille dans l'Argan. Je prends un billet le lendemain et j'ai été à Agadir. Ah non, mais storytelling de fou. Hein. Wow. Comment on voit la sauce? alors, On y croirait presque, mais c'est incroyable. 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 Ah là. Elle a failli nous la faire, là. Elle a failli nous la faire. J'espère que c'est écrit quelque part, Dommage, ça. dommage, il n'y a pas une caméra, t'aurais fini en même sur 3-4 phrases au minimum. Mais alors, l'histoire du rêve, vous l'entendrez nulle part parce que je ne le dis pas. Les gens, si je le dis, les gens vont me dire, mais elle est folle. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là encore? Ah, donc c'est vrai. Mais c'est réel. Hein. Ah, ouais, c'est réel. incroyable. Après, je pense que tu fais des rêves qui viennent de quelque part. Bien Moi, sûr. j'ai toujours consommé de l'huile d'argan. J'ai toujours galéré à trouver de l'huile d'argan. Il fallait que j'envoie une copine d'Agadir ou de la famille pour aller m'acheter les amandons, pour les faire torréfier ou pas les torréfier si je veux de la cosmétique. Enfin, bref, à chaque fois, j'ai galéré. Et quand j'étais aux US, à chaque fois que j'allais au Maroc, à Agadir, je ramenais de l'argan pour mes Ouais. amis, la famille, etc. Donc ça venait de quelque part. Ouais, de ce que tu dis de toute manière, c'est que depuis petite, tu trouves des opportunités pour commercer. Toi, tu as un besoin et tu cibles un besoin autour de toi. Et il y a un moment clé, un moment pivot dans ta vie où ça se rejoint, tout ça. Et puis tu te dis, sauf que là où je pense 85 voire 95% des gens vont se dire bon bah ouais c'est un rêve, je vais peut-être faire un business plan et puis dans 3 mois on verra si c'est rentable. Toi le lendemain tu prends un billet et coup de tête et ok donc ok bon bah on Sans commence. business plan. Ouais j'imagine Le bien parce business que plan, sinon je l'ai tu fait. l'as fait en 2 heures. Je l'ai fait. Non, mais le business plan, je l'ai fait 3 ans plus tard. Ouais. Quand j'ai dû intégrer la pépinière, ils m'ont dit il est où ton business plan? Ok. Non, en fait, En fait, c'est parti d'un rêve au départ. Moi, I have a dream. I have a dream. c'est ça. Martin, il avait un business plan, lui. C'est que d'ailleurs ce discours de Martin Luther King n'était pas prévu sous cette forme-là initialement et que alors de ce que j'ai entendu, je vais mettre tout ça entre guillemets, mais initialement c'était pas le discours au complet. Et puis il y a eu un moment dans le discours, il a vu que la foule elle était pas encore bien réceptive et puis il est parti sur Ouais. Il a fallu le coup du griot, quoi. freestyle. il a envoyé Freestyle. il a dit là Bon, bon il faut que je sorte un truc. je vais ranger ma fiche. I have a dream. Ah, ouais. Non, mais je crois qu'il a, enfin, il l'a pas, c'est pas de l'impro, hein, mais il a switché rapidement en voyant que l'auditoire. C'est bien pour ça que j'ai dit freestyle, parce que vous les rappeurs, là, vous montez aux gens, genre vous balancez des trucs comme ça de tête. Non, c'est écrit. Arrêtez de nous faire rêver. Oh là là, Mais tu non, fais mais appel à mon ancienne vie. Là, Mais fais attention, c'est marrant parce que
ça fait appel à deux parties de sa personnalité. Donc déjà, le côté un peu foufou de la personne qui est passée par des études un peu compliquées, où elle a été décriée, où elle a dû se construire. Et en plus, elle est partie mélanger ça avec les quinries, quoi. Ouais. Les gens qui se jettent des falaises comme ça, sans savoir comment ils vont atterrir, tu vois. Ouais. Donc oui, forcément, ça nourrit une âme d'entrepreneur. Le travail, moi, en tout cas, ce que j'essaie de lui faire faire, c'est justement, redeviens un peu française, s'il te plaît. Calme-toi. Ici, il y a des gens qui ne comprennent pas, tu vas trop vite. Doucement, explique-toi. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que tu sens quand même qu'il y a quelque chose de particulier, parce que je l'ai vu avant, et je l'ai vu après, et je dis, oh, attention, tu vois, c'est différent. Tu vois, c'est une énergie, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je connais les États-Unis, mais j'y ai jamais vécu. Mais c'est vrai que quand tu arrives, tu connais bien New York aussi, toi, Vincent. Ouais. L'énergie, elle n'est pas la même, quoi. En fait, ouais, je vais parler que de New York parce que je connais que New York aux États-Unis, mais ouais, c'est la plus grande consommation d'énergie que j'ai eue de ma vie, en fait. C'est une ville totalement énergivore où, en fait, tu sens, elle est palpable en fait. C'est dès que tu arrives, il se passe quelque chose, il y a un flux et t'as envie de faire partie du flux, tu vois. Et je me souviens de journées à New York où en fait tu finis avec 26-27 km de marche pendant 4 jours consécutifs. La première fois que j'arrive à New York, il doit être minuit et demi, un truc comme ça. Et puis je passe avec la navette qu'on avait qui nous emmenait à l'hôtel, tu vois. Je passe devant Times Square, tu vois. Et puis, j'ai l'impression que c'est chez moi, parce que je l'ai déjà vu, c'est dans mon ADN, en fait, de par les films, de par la culture. Et je vois ce truc-là, et puis j'arrive à l'hôtel, je fais mon check-in, il est tard. Moi, je dors pas du tout en avion, donc je me pose dans l'hôtel, et puis je me dis, bon, je ressors pas, il doit être, c'est ça, il doit être 1h30 du matin, un truc comme ça, je m'endors. Et à 4h30, je me réveille, mais vraiment l'envie de sortir, tu vois, un truc de dingue. Et puis moi, j'ai l'appareil photo et compagnie, donc je crois qu'à 5h, 5h15, je suis dehors. Et là, je pète les plombs parce que je me dis, putain, mais là, il est 5h15 et ça vit vraiment. Donc la ville qui ne dort jamais, tu vois. Ça vit de fou, ouais. Parfois, on dit ça, tu sais, sur Paris. On se dit, ouais, là, Paris ne dort pas. Rien. Non, Paris, ça dort. Paris dort fort. Mais... Paris dort. Il est 5h, Paris s'éveille. Non. Ça, c'était à une certaine époque. Mais là, je vois la vie, quoi. La vie dehors, les commerçants, le street food, les gens qui reviennent du sport, ceux qui y vont. C'est incroyable. Et en fait, c'est vrai que pour moi, c'est une ville où tu sens que si tu restes un peu et que tu es tourné vers les gens, bah, les opportunités, elles sont à chaque coin de rue. Ouais. J'ai ressenti ça un petit peu quand on est allé à Dubaï. Mais à Dubaï, si tu veux, c'est un petit peu comme si c'était dans le contrat, tu vois. Tu vas à Dubaï parce que les gens sont dans cet esprit-là. À New York, il y a un truc plus authentique. Il y a un truc plus ancien, je pense. Mais ouais, les États-Unis... Ouais, c'est... En fait, tu as dit plein de choses qui m'ont fait tilt. Là, tout de suite, tu parlais de marche. Effectivement, j'ai marché pendant des heures et des heures. D'ailleurs, je suis rentré à Paris. Un mois plus tard, je me suis pété le genou. Ouais. À se demander si c'est pas lié. Mon tendon rotulien a sauté, quoi. Grosse opération. Big up à la personne à côté parce qu'elle est venue me soutenir à l'hôpital quand je regardais le plafond, que c'était compliqué. Et deuxième chose, je me raccroche à ce qu'elle disait, c'est à propos du rêve. J'en ai rigolé tout à l'heure, mais quand j'étais à New York, j'ai fait un rêve qui a changé ma vie. Puisque j'ai découvert, à travers un rêve, le style artistique qui ne m'a pas quitté depuis. Et cette écriture-là, je l'ai vue en rêve un soir à New York. Donc, il y a quelques personnes qui sont au courant de ça. C'est pas quelque chose que je cache, mais voilà, ma vie a changé à travers une nouvelle forme d'expression que j'ai vue après avoir emmagasiné cette énergie-là. Quoi, tu vois. Donc, c'est une énergie qui appelle, qui peut vider certaines personnes. Moi, c'est un peu le contraire, ça me recharge vraiment, quoi. Et tu vois, on parle du rêve comme quelque chose qui fait un peu fanfaron ou folklorique, ou enfin, tu vois, qui appelle à
à la bouffonnerie limite, tu vois, quand tu vas raconter ça, on dit ah ouais, ok, c'est dans tes rêves, tu vois, mais c'est même dans nos expressions en fait. Dans tes rêves, faut pas trop rêver, c'est des trucs. Alors qu'en fait, quand tu prends un peu la sémantique qui est utilisée dans l'entrepreneuriat, notamment, tu vois, quand tu t'installes un peu ta plateforme de marque, on te parle tout de suite de décrire ta vision. Tu vois. On parle de vision, il a une vision de génie, il a une vision. Le rêve, c'est une composante de l'inconscient, et en effet, c'est tout ce cumul d'expériences qui va ressurgir et qui crée finalement une vision, tu vois. Donc, moi, je trouve pas ça du tout stupide que ça arrive d'un rêve, tu vois. Je trouve même que c'est le moment où t'es vraiment en phase avec le toi intérieur, tu vois. Et que t'es pas dans le contrôle. T'es un peu suspendu entre la vie et la mort. T'es à un rythme cardiaque ultra bas. Et là, à ce moment-là, ouais, ils peuvent ressurgir des vraies choses. Donc, croyez en vos rêves, ceux qui écoutent. Et je salue une amie à moi qui se reconnaîtra, qui, elle, a rêvé qu'elle allait épouser un homme en question. Et finalement, elle a orienté sa vie, et aujourd'hui, elle est maman de 2 de ses enfants, et voilà. Donc, elle a rêvé dans sa tête. C'est pas ça. Hein. Mais à l'époque, on la prenait vraiment pour une folle dingo, quoi. On se disait, mais attends. Ça peut finir en série Netflix. Hein. Ouais. En Faut plus, qu'ils une restent série. ensemble. On peut faire 2-3 saisons comme En ça. fait, hein. c'est le problème de ce genre de storytelling, c'est que derrière, si ça pète, ouais. la fin de saison est dégueulasse, tu vois. Mais non, mais Ça fait de l'audimat. grosse force à elle. Mais non, mais tu vois, je trouve pas ça du tout fou en tout cas, et ouais, grosse force en tout cas de croire finalement en ses rêves et de se donner les moyens d'accomplir sa vision. Et donc du coup, tu pars au Maroc. Ouais. Donc, t'as très bien décrit le fait de rêver, de croire en soi et de se projeter. Et en effet, quand on se lance assez vite, on nous demande de parler de notre vision. Et je pense que si on rêve pas grand et loin, on a du mal à visualiser, avoir cette vision en fait. Et personne ne peut l'avoir pour toi. C'est vraiment que toi. Tu peux avoir de l'aide pour trouver des mots, pour bien ficeler tout ça, mais ça vient de toi. Donc oui, je vais au Maroc, et là, je vais à la recherche avec qui je vais pouvoir travailler, avec qui je vais pouvoir faire ça, chez qui je vais pouvoir acheter de l'huile d'argan. Donc je tourne pendant quelques jours en voiture dans les montagnes d'Agadir, des endroits où tu peux même pas aller en voiture, tu gardes la voiture, tu finis à pied, et je trouve pas vraiment mon bonheur. Je trouve pas vraiment la qualité que je voulais. Hein. Attention, il y a de la très bonne qualité d'argan, mais je trouvais pas ce que je voulais. Donc toi, tu avais déjà une connaissance donc affinée du produit finalement. Oui. Ok. Ouais, mais au Maroc, vous savez que l'huile d'argan, il y en a qu'au Maroc. Hein. Oui. Il y en a nulle part ailleurs. On voit. Allez. Donne-nous la leçon. Voilà, Voilà pour ça. j'aime bien le rappeler. Et je finis par décider de produire mon huile d'argan. Donc je me dis, allez, je vais vraiment apprendre sur le produit, et je vais le produire sur place. Ok, alors Voilà. attends, quand tu dis Ouais. je vais apprendre à le produire, détail. Détail. C'est bien, Bah, c'est bien que Vincent soit là, parce que moi, c'est tellement clair dans mon esprit Oui. que je vais pas poser les questions. Ouais, il Moi, ça connaît. l'est pas du tout. Vous Il pouvez connaît. envoyer. Et je pense que les c'est auditeurs, important. pour eux non plus. Donc, Ouais. l'huile d'argan, comme vous le connaissez, en général, on va l'acheter dans les coopératives. Ouais. Parce que c'est bien encadré, c'est bien protégé, et Moi, c'est ce que j'ai rencontré quand Voilà. je suis allé là-bas. J'ai visité justement des coopératives exactement. tenues par des femmes principalement. Tenu par des femmes, et vous allez acheter votre huile, et puis certains business reconditionnent et revendent. Ok. Voilà. Moi, j'avais un autre cahier des charges. Je voulais faire de l'alimentaire et de la cosmétique, parce que venant des US, on prenait le in et out. Donc in, c'est ce que tu mets à l'intérieur de ton corps, et out, c'est ce que tu mets à l'extérieur de ton corps. Ok. Et l'huile d'argan, c'est l'huile parfaite pour les 2 utilisations. Mais elle est évidemment produite différemment. Donc quand je dis produire de l'huile d'argan, c'est vraiment acheter le fruit, le concasser, avoir l'amandon et en faire quelque chose. Donc soit le Donc. torréfier pour avoir de l'alimentaire, soit le presser à froid pour avoir le cosmétique. Et moi, je voulais le filtrer plusieurs fois. Donc je voulais, dans ma vision,
je voulais avoir un élixir d'argan. Je voulais pas avoir une huile d'argan. Je voulais qu'elle soit la plus pure, la plus parfaite possible. Ok. Voilà. Et la seule façon d'avoir ça, pour moi, c'était d'avoir ma propre production à moi. Voilà. Donc tu t'es dit, tu pars avec cette vision, je vais travailler dans l'argan. Tu arrives là-bas, tu vois que le produit ne correspond pas à tes attentes et tu vas décider à ce moment-là d'être à quasiment tous les échelons de la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Alors, je suis une vraie control freak. J'aime le contrôle. On n'aurait pas dit depuis tout à l'heure. N'est-ce pas? Dès que je suis arrivée, je suis là, ok, donne-moi ça. Moi, je suis arrivé un petit peu sur le tard parce que j'assurais ma vie de papa. Et je suis arrivé, je suis le responsable normalement technique de toute cette opération de podcast. Ce soir, t'es viré. Et j'ai trouvé Merwa en train d'installer les micros. Et de ranger les cartons. Et de ranger les cartons Incroyable. proprement, plus soigneusement que je ne l'aurais fait. Incroyable. Ok. Donc, totalement assumé. Ok, moi j'assume totalement ce que je suis et je me dis ok, moi j'ai besoin de savoir où est-ce que ça pousse et j'ai besoin de gérer à partir du moment où ça pousse jusqu'au moment où c'est mis en bouteille et c'est vendu et faire les cartons moi-même, les envoyer et puis au début je livrais moi-même les clients. Donc je voulais savoir exactement comment c'était fait et donc savoir exactement comment c'est fait, c'est être sur place et voir et faire. Et du coup, tu t'es installé là-bas? Non, je ne me suis pas installée. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Ok. Énormément. Ok. Énormément d'allers-retours. Voilà. Il y a plein de choses qui fourmillent dans mon esprit, là. Première chose, elle viendra sur la marque, tout ça, mais c'est vrai qu'on travaille régulièrement, on échange régulièrement sur sa marque. Et je trouve que ça manque de ce storytelling fondamental. On va pas faire un cours sur les types de storytelling, mais on peut parler, si je dois scinder en deux, on peut parler soit du produit, soit du fondateur. Il se trouve que dans son histoire, les deux sont forts et que tout ce que vous avez entendu jusque-là, ça peut créer un vrai axe de différenciation pour parler de cette marque-là. Et en même temps, la recherche d'excellence dans la production fait que il y a aussi un axe sur le produit à développer. Et c'est ça qui est un peu difficile si on se met dans la peau d'une agence qui doit parler de tout ça, c'est que finalement on se retrouve avec des pépites de partout, quoi. Ouais. Et laquelle on exploite en premier. Donc je viens de dire ça, et puis ensuite quand on descend sur le produit, il y en a pas un, il y en a deux. C'est in et c'est out. Donc tu le consommes ou tu le mets sur ton corps. Et c'est deux façons complètement différentes. Si tu penses tout de suite à une marque qui est liée à l'alimentation, je vais te donner des exemples, Nutella et compagnie. C'est pas du tout la même communication. Certains ont essayé le out avec le Nutella, mais c'est pas la même histoire. C'est pour d'autres et puis même pour d'autres repas. C'est pas la même histoire. Et puis même pour le in, c'est pas super recommandé. C'est pas super recommandé non plus. Mais juste l'imaginaire qui développe autour de ça, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec quelqu'un comme L'Oréal qui va parler plutôt de ce que tu mets sur ta peau pour pour mieux vieillir, etc., etc. Donc grosse problématique qu'on abordera peut-être. On peut l'aborder maintenant parce qu'à chaque fois on dit ça, on va l'aborder plus tard, mais voilà, on va l'aborder maintenant. Et donc dans les discussions qu'on a pu avoir, c'est qu'est-ce que tu veux dire en fait? On parle de toi. Non, pas trop. Là, elle redevient française, tu vois, elle est plus carrée du tout. Pas trop, machin, nanana. Et en fait, tu vois, cet exercice tout bête de faire un podcast et de poser en fait quelques informations sur le parcours qui amène à ce produit-là, je trouve qu'elle le fait pas assez. Ou elle le fait avec des gens sympas qui ne le publient pas. Voilà. Moi, je trouve l'exercice du podcast particulièrement révélateur chez plein de gens. C'est que, en fait, au cours d'une discussion, c'est beaucoup plus simple de dérouler, de dérouler, et parfois en déroulant, on se rend compte soi-même de ce qu'on a accompli. Alors que la plupart du temps, notre parcours, en fait, on le traîne tous les jours, en fait, et pour nous, il n'y a rien de
on a du mal à le mettre en perspective. Du coup, il y a rien de surprenant en fait. C'est à partir du moment où on le confronte avec d'autres vécus, d'autres histoires, qu'on se rend compte à quel point il y a eu un chemin parcouru et puis des épreuves, des étapes en tout cas à minima, et qu'on arrive à se regarder avec plus de fierté ou de reconnaissance envers soi. Donc c'est vrai que l'outil du podcast est vachement bien. Certains arrivent à très bien le synthétiser en 4 phrases et ce qu'on appelle le pitch, quoi. Et donc ils vont le tourner autour d'eux. D'autres beaucoup moins, mais du coup, je trouve que c'est un bel outil, le podcast. Et je pense que avec Félix, on s'était dit qu'on allait le développer d'un point de vue commercial, et c'est vraiment un bel axe en fait pour des Vous avez entrepreneurs. trop l'argent. Vous, voilà. Non, Si mais oui, dis les termes, mais oui. c'est juste des opportunités qui laissent pas mal, au pas gré mal. des idées, Belle pirouette. et Non. de vision. Aussi, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on s'est rendu compte de la valeur que ça peut apporter aux gens, avant de parler d'argent. Merci. C'est vrai que nous on se positionne en tant que créateur de valeur. Voilà. Voilà. C'est important. Et de solutions à apporter à autrui. Mais, Donc, c'est d'abord ça. non, mais c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant parce que je trouve que on l'a vu avec la dernière fois avec Antoine quand il est venu, et lui-même en fait il était hypé par le format parce que je pense qu'on n'est pas trop dans le contrôle quand on discute, et en même temps on a quand même on réduit quand même le champ lexical, le langage. On n'est pas non plus comme dans la vie de tous les jours à 100%, mais en même temps Non, ça serait, je dirais pas inaudible, mais on n'est pas encore prêt. Peut-être que ça viendra. On sait pas encore où ça sera publié, donc on fait attention à ce qu'on dit. Ah merde. Et pour revenir du coup sur le projet, comment tu trouves là, puisque ça c'est l'une de tes facultés, comment tu trouves les partenaires, les gens avec qui tu vas pouvoir t'associer ou qui vont pouvoir répondre à ton cahier des charges justement là-bas sur place? Au feeling, Ok. vraiment. Donc tu discutes, tu parles, tu t'expliques ta vision à des gens. Exactement. Déjà, quand tu arrives à Agadir, de prime abord, les gens ne font pas confiance. Ok. Voilà. Donc, c'est vraiment essayer de... C'est une particularité d'Agadir ou Ouais, c'est... les gens sont assez réservés et puis ils sont vraiment entre eux. Ok. Et moi, je viens de Casablanca. Donc, tout de suite, c'est la grande ville. Même si j'ai de la famille à Agadir, pour eux, je reste quand même étrangère. Et ouais, enfin, juste en creusant, en essayant de comprendre, moi, je posais des questions qui étaient débiles au début. Ouais. Et ils ont été tous tellement sympas. Ils répondaient à toutes mes questions qui étaient vraiment simplistes. J'essayais de comprendre les choses les plus... Aujourd'hui, quand j'y pense, je trouve ça hyper drôle. Mais ils ont été tous les gens ont été vachement bienveillants. Ouais. Ok. Et du coup, rapidement, tu trouves des personnes qui vont Très pouvoir rapidement. t'accompagner. Ouais, assez rapidement. Et puis la relation se construit dans le temps. Ok. Vraiment au fur et à mesure des petits projets et des commandes, des discussions, le truc se construit vraiment dans le temps parce que j'avais une vision mais qui n'était pas vraiment claire. Je savais que je voulais faire de l'argan alimentaire et cosmétique. Je venais pas du tout du produit. Ouais. Je viens du digital. Et là, il fallait que je commence à créer un produit. Vraiment un produit qu'on a dans la main. Et je ne savais absolument pas ce que je faisais. Je ne savais... Il fallait commencer à trouver des fournisseurs de bouteilles. Ouais. Décider du bouchon, décider du design, faire des tests en laboratoire. Et puis, comme je vous disais, j'ai décidé de faire de l'alimentaire et de la cosmétique. Donc, ouais. double problématique. Ouais. Les choses les plus difficiles. Donc, cosmétique, t'essaies de trouver la réglementation de la cosmétique et t'essaies de trouver la réglementation de l'alimentaire. Ouais. Donc, double... je me tire 2 balles dans le pied en essayant d'avancer et puis c'est vraiment en fouillant, c'est des nuits sans dormir, ouais. Du stress en me disant mais qu'est-ce que t'as fait espèce de folle, tu travaillais chez Schneider, t'étais super bien payée. Et du coup, excuse-moi Vincent, mais à ce moment-là, est-ce que avec le recul évidemment, est-ce que tu considères que ton expérience précédente, donc avec des agences de communication,
du digital, etc. Est-ce que tu penses que ça te sert ou ça te dessert? Ça me sert parce que quand tu es chef de projet, tu es couteau suisse. Et donc, tu sais parler à tout le monde. Donc, il fallait que je sache parler aux gens qui faisaient la récolte. Il fallait que je sache parler aux fournisseurs de bouteilles. Il fallait que je sache parler aux designers, etc., etc. Donc, bien sûr que ça me sert. Encore aujourd'hui. Et une autre question qui va plus être liée à un aspect qu'on a abordé. Est-ce que tu as une vision à ce moment-là, au-delà de réussir à sortir le produit dont tu es arrivé? Est-ce que tu te projettes déjà 3, 4, 5 ans plus tard? Et qu'est-ce que tu vois si tu arrives à avoir cette vision-là? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un gros immeuble avec ton nom dessus? Comment tu vois les choses? Oui et non. D'abord non, parce que je savais pas vraiment. J'essayais de, pour moi, avoir la qualité d'argan que je voulais, c'était déjà une étape. Ensuite, trouver le fournisseur pour mettre mon produit à l'intérieur, c'était une autre étape. Donc, j'avançais comme ça. Et oui, parce que je voulais être la référence de l'huile d'argan dans le monde. Donc, c'était clairement... C'est ton positionnement. Ça a été mon positionnement depuis le début. Ok. Voilà, je voulais que quand on pensait huile d'argan, on pensait à True The Argan Company. On pensait à moi, je savais pas encore le nom. Merci, On vient de le donner. Parce que j'allais y venir là, parce que depuis là, ça fait quoi, 50 minutes qu'on parle. Mais de toute façon, il va être répété sur la fin de l'épisode et il y aura tous les liens parce que si on doit 50 minutes de teasing, c'est violent. Okay. Voilà, je voulais qu'on si tu peux répéter. Voilà, c'est quoi la marque donc? True The Argan Company. Donc okay. True vient de interroger les gens sur l'huile d'argan et ce qui venait beaucoup. Donc je parlais beaucoup aux gens, aux anglophones et à chaque fois on me disait c'est difficile de trouver de l'huile d'argan vraie, donc True Argan Oil. Et ça revenait encore et encore et encore. Donc True s'est positionné et dans mon idée d'être la référence de l'huile d'argan dans le monde, il était clair qu'il fallait que ça soit The Argan Company, la société de l'argan. Ok. Et voilà. Et je voulais que ça soit mondial, donc c'était en anglais. Sauf que après les Français disent True. Oui. Ouais. On s'est fait une réflexion. True The Argan Company. Cet après-midi parce qu'elle était en train de préparer des posts vidéo. Ouais. Et donc son côté Quinry la rattrape à chaque fois, tu vois. Ouais. Et donc elle voulait parler de recettes healthy. Mm-hmm. Et donc je dis non, ne fais pas ça. Parce qu'en France on dit healthy, tu vois. Healthy. Donc évite de mettre trop d'anglais dans ce que tu fais, même si la vision effectivement elle est globale. Ouais. Voilà. On va d'abord conquérir le marché français, donc adapte-toi et ensuite tu reviens à ta vision. Voilà. Ça revient à ce que disait Serge, c'est toujours vouloir aller trop vite. Et avant même d'avoir conquéri le marché français, je voulais déjà être à l'international. Ils me disaient non mais attends, calme-toi, t'es en France, installe ton marché. Installe déjà ton marché français et puis après tu verras le reste. Ouais mais non, ça va trop lentement et ça allait trop lentement. La frustration, c'était terrible. Terrible. Ah ouais, terrible. Et donc là, enfin t'as posé finalement les fondations de ta marque, t'as trouvé les partenaires. Et donc, il se passe combien de temps entre ce rêve, ce départ au Maroc, et puis le moment où les statuts sont montés, tu as les premières bouteilles ou les premiers prototypes 9 mois. Voilà, la gestation parfaite. Gestation parfaite, exactement. Okay. Il se passe vraiment 9 mois. J'avais une vision... Storytelling est ouf. En fait, il n'y a pas besoin de faire de com. Hein. Tu prends ça, tu mets ça dans un petit pamphlet et tu balances. Voilà. Il s'est vraiment passé 9 mois parce que j'ai galéré j'ai mis 6 mois à trouver la bouteille alimentaire. 6 mois. Okay. C'est du jamais vu. J'ai vu une photo sur Pinterest un jour qui était en fait une photo 3D. Je l'ai su après. Ouais, donc tu pouvais aller chercher la ref longtemps. Exactement. J'ai fait tous les fournisseurs au monde et un jour, je finis par le trouver. Et c'est un seul mec en Italie qui fait ça et personne ne fait cette bouteille. Ok. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette bouteille ? Je trouvais qu'elle avait des formes qui me plaisaient. C'était des formes féminines et ça me plaisait.
Et c'était surtout une bouteille que je n'avais jamais vue. Et Elle a de la gueule, la bouteille. ouais, la bouteille a vraiment de la gueule. Sans doute pas, si t'as mis 6 mois. 6 mois. Ça a été un enfer. Je n'en dormais pas, je demandais à tout le monde, à chaque fois que je croisais quelqu'un, je montrais la photo. Donc, ce qu'on va dire, c'est que imaginons que par le plus pur des hasards, ce podcast soit publié. On essaiera de mettre un lien, vous irez voir la bouteille sur le site. Ouais. Et oui, donc tout ça est monté, c'est bon, j'ai la bouteille et je publie le site internet. Ok. Et donc là, le jour où je publie le site internet, je me dis, ça y est, ça va. C'est parti. It's gonna rain. It's gonna rain. Ok. Donc là, tu montes ta plateforme d'e-commerce, du coup. Ouais, ton je site fais mon e-commerce. site internet, un truc très clean. On ne sait pas si on est sur un site alimentaire ou un site cosmétique, tellement que tout est assez bien travaillé. Et donc je publie, je mets sur les réseaux sociaux, we are live. Et là je me dis, ça y est, toutes les commandes vont tomber. Je ne pourrai plus avoir une minute à moi. Et en fait, pas du tout. C'est les amis qui commandent. Ouais. Donc, les amis qui te soutiennent, qui passent commande sur le site. Et là, je me dis, putain, à quel moment ça va exploser ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, Oui, parce que comme tu as foncé tête baissée, qu'il n'y a Ouais. pas encore de business plan, comme tu as dit, ouais, exactement. que tu as trouvé la bonne bouteille, ça t'a pris 6 mois. Ouais, Mais la Qu'elle question... a oublié, qui est bossé dans la communication à la Ouais. base, Ouais. qu'il y a C'est des ça. règles à respecter. ouais. Et Voilà. les cordonniers sont vraiment les plus mal chaussés. Ouais, C'est une je plaide expression. coupable, ouais. Ouais, Ouais, je c'est plaide terrible. Hein. Et alors, j'ai eu une chance de dingue, c'est que j'avais été dîner chez Alain Passard, donc restaurant L'Arpège. Et à la carte, j'avais vu l'argent. Ouais. Ouais, j'aime la bonne bouffe. Et pour moi, l'Arpège est vraiment l'un des meilleurs restaurants au monde. Et je vois que dans la carte d'Alain Passard, il y a un dessert à l'huile d'argan. Et je lui pitch mon produit. Et il me dit, bon, bah, dès que vous avez une bouteille de prête, amenez-la moi. Tout de suite, j'ai été lui faire goûter l'huile d'argan. Il a adoré. Il m'a dit, ok, je l'aurai en cuisine et dans les paniers. Il y a des paniers avec des fruits et légumes et il ajoutait la bouteille. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à me faire connaître auprès des restaurants. Parce que quand tu rentres à l'Impassard comme référence... Donc, là, il faut bien, parce que ça paraît anodin pour Ouais. toi, Ouais. mais il faut reprendre le truc. Ouais. Tu vas manger chez Alain Passard, Ouais. tu vois que sur sa carte, il y a de l'argan, tu vas voir Alain Passard. Ouais. Et tu Exactement. lui glisses des bouteilles au calme. Non. Je lui ai fait goûter un peu. Le reste, il l'a acheté. Non, mais Ouais, c'est, ouais, en fait, c'est ce que je dis. Hein. Ouais, c'est ça. tu franchis le pas, ben, on revient encore un peu à la règle des 85%, tu vois. Et ça, c'est un truc, pour moi, je répète et j'insiste sur ce genre de choses parce que c'est des game changers pour des auditeurs. Des gens qui sont en train de se lancer ou des gens qui ont envie, tu vois, qui ont peut-être la vision, qui ont peut-être rêvé, mais qui sont sur ces barrières-là. C'est important de se dire que ça peut aller vite à partir du moment où tu saisis les opportunités ou que tu vas les chercher. C'est-à-dire que quand tu as tu vois, tu as dit que tu n'avais pas de business plan, mais par contre, ta marque, ton identité, ton produit, tu l'avais dans ton ADN, en fait. Et quand tu marches, tu respires true. Quand tu manges, tu respires true. Enfin, tu goûtes true et ainsi de suite. En fait, à chaque instant de ta vie. Du coup, en fait, c'est le concept vraiment de la vision et du champ de vision qui se rétrécit parce qu'on est en pleine vitesse. C'est que ton faisceau, il est focalisé là-dessus. Du coup, la moindre information, c'est un peu comme quand on veut acheter une voiture et qu'on finit par la voir partout dans la rue. Qu'on se dit, putain, je voyais jamais de Ford Puma. Et en fait, je veux pas du tout acheter une Ford Puma. Ouais, on allait s'embrouiller, frère. Ouais. Non, mais reviens un peu sur la façon dont tu as décrit la chose aussi. C'est-à-dire que c'est pas Alain Passard, tiens, c'est cadeau. Non. On dit la meilleure façon de rencontrer des opportunités, c'est d'en être une soi-même. Ouais. Et du coup, Alain Passard, c'est lui qui bénéficie de la meilleure huile d'argan C'est du ça. monde. C'est ça. Il faut aussi avoir la possibilité d'inverser ce rapport-là. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, effectivement, je suis chez un des plus grands chefs du monde.
Mais c'est pas pour ça non plus que tu vas baisser ton froc et faire n'importe quoi. Non, clairement. Voilà. Et puis, je pense que c'est pour ça que le positionnement, il est vraiment, vraiment important, parce que quand on croit en son projet, qu'on a eu le temps de le réfléchir, de le mûrir, et que on est persuadé que nous, on a livré l'excellence, finalement, il n'y a pas à se rabaisser ou à courber les chines devant qui que ce soit. Et en effet, tu deviens l'opportunité de l'autre, comme vient de le dire Serge. Mais le fait de se dire, je m'interdis pas d'aller le voir, je m'interdis pas de penser que ça peut arriver, que j'ai aucun problème avec ça, c'est des barrières qui, pour beaucoup, sont difficiles à franchir. Et c'est pour ça qu'on met l'accent dessus, parce que c'est un game changer, et chapeau. Merci. C'est assez... ça nous arrive tous, en fait, de se mettre des freins, et on s'en met tous les jours. Hein. Moi, j'ai des moments où je me dis, mais non, mais je peux pas faire ça, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Mais ça switch assez rapidement, parce que après, j'ai des moments de lucidité où je me dis, mais what ? Mais bien sûr que je vais le faire, mais bien sûr que je vais aller voir cette personne, mais... Attends, je suis arrivée jusque là, c'est pas pour m'arrêter là. Donc je vais continuer, et si j'ai encore des barrières à faire tomber, j'en ferai tomber de plus en plus, etc. Donc aller voir Alain Passard, ou aller voir, j'avais été à le restaurant va me revenir, ça va me revenir. Ah là là, j'ai un trou de mémoire. La Tour d'Argent. Non. Mirazur. Au Mirazur, l'année où il avait été voté meilleur restaurant au monde. Ok. Voilà. Et j'y vais, et donc j'avais été dîner là-bas, et je vais avec ma bouteille d'huile d'argan, et je savais que la femme du chef était vachement investie dans le business, et je leur ai offert un coffret chacun, et ils ont adoré. Ils ont adoré, donc on n'a pas encore travaillé ensemble. J'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble, mais je sais qu'ils ont adoré, et je sais qu'ils m'ont fait un retour, etc. Mais c'était pas parce que c'était le meilleur restaurant au monde que j'allais me freiner en disant, ben non, je pourrais jamais aller dans les cuisines. Ouais. Non, j'ai demandé à visiter les cuisines, on m'a fait visiter les cuisines, j'ai demandé à rencontrer le chef, j'ai rencontré le chef. Enfin, parfois, il suffit simplement de demander les choses. Ouais. Au pire des cas. Moi, je tiens à préciser quand même que le meilleur restaurant au monde, C'est le Royal Bombay. merci, Qui est dans le 13e. boulevard de l'hôpital. Boulevard de l'hôpital. Voilà. C'est notre Donc, fief, c'est la Vous cantine. votez à la con, on n'en veut pas. On sait déjà c'est quoi les meilleurs restaurants au monde. Et on prend tous le même menu, qui est un chicken 65. Magique. Et après, chacun l'agrémente avec une autre douceur. Mais Voilà. Ça fait Le- rêver. le Royal Bombay du 13e arrondissement. Dédicace C'est à le truc, là, toute qui est la en face bande de des chez teams. Le C'est le truc. truc qui est dans... Oh non, voilà, Coupe les ça micros, commence. coupe les micros. Voilà, là, ça va partir en vrille. Tu as beau avoir ce storytelling là, ça peut partir rapidement. Donc ouais, les limites sont celles que tu te mets à toi-même. Hein. Ouais, Ça n'existe pas. Mais c'est ça, c'est important de rappeler que dans le pire des cas, tu reviens au niveau initial d'avant le fait que tu aies demandé à rencontrer le chef. Ouais, C'est-à-dire puis- qu'on te dit ah, non, c'est impossible. Bah voilà, c'était impossible, t'as demandé, c'est impossible, bah voilà, tu reviens au point initial. Il n'y a pas de moyen de rétrograder dans la requête. Donc, Tu sais, les enfants à qui tu dis non, ils te disent pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et bah ça, c'était moi, gamine. Tu me disais non, mais pourquoi ? Alors je disais oui, mais enfin, c'est un non. Alors mes amis, certains de mes amis vont reconnaître ça, ce trait de personnalité, c'est non, mais c'est-à-dire c'est un vrai non, c'est un non catégorique, ou c'est un non, je dois chercher à le transformer en oui, tu vois. Et je deviens presque relou à toujours vouloir aller chercher le oui, ou le peut-être. Tu vois, déjà le peut-être, c'est peut-être, déjà pour moi un le oui. peut-être c'est un oui. Ouais. Donc c'est un non, mais genre tu veux vraiment pas, tu vois. Eh ben, Voilà, relou. non, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On fait un fast-forward. Aujourd'hui, c'est quoi la boîte, bah la ouais. marque ? Ouais. Qu'est-ce que raconte-nous qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et ce que tu attends pour demain ? Ok, aujourd'hui, alors je m'étais lancée avec 2 produits. Aujourd'hui, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits aujourd'hui. Ok. J'ai une petite équipe.
Donc c'est cool, je suis plus toute seule. Et puis l'idée c'est de continuer à grossir, à grandir, et puis l'international. Je ne lâche pas. Super. Donc, True The Argan Company. True The Argan Company, ouais. Site internet, faites vos commandes, allez voir la bouteille. Ouais. Parce que là, on vient de me la montrer. Les bouteilles. Allez voir les bouteilles. Il y a l'alimentaire, le cosmétique, il y a un beau packaging aussi. Ouais, il y a le culinaire, le cosmétique. Je viens de voir 3 visuels. C'est quelque chose. Ouais. J'ai rien vu. Allez-y. C'est Allez-y, fait vraiment avec passion. C'est beau et c'est bon. Et le fait de gérer la production de A à Z, moi, quand on me dit ton huile d'argan, elle est bonne, je le sais qu'elle est bonne. Ouais. Donc, et quand on me dit que l'huile cosmétique, elle est vraiment différente de ce qu'ils avaient testé, je le sais. Ouais. Parce que je sais comment elle est produite. Et je sais comment elle est mise en bouteille, dans quelle bouteille, comment elle est distribuée, etc. Je sais tout ça, de A à Z. Donc, c'est juste que les gens le réalisent. Elle parle un peu comme Mbappé, non? Ouais. C'est le côté carré. T'es pas content? Triplé. Ouais. Tu me parles pas d'âge. Voilà. Tu me parles pas d'âge. Tu me parles de niveau. Et tu me parles pas d'âge. Ouais. Ouais. C'est Comme ça, quoi, exactement. Quand on fait le boulot, c'est normal d'être sûr de ce qu'on propose, quoi. Ah, c'est top. Donc ouais, continuer à développer des produits, des beaux produits, travailler avec des belles personnes et faire ce qu'on kiffe en fait. Au top. Je sais que tu as travaillé du coup avec Sergio sur tout. Énormément. Beaucoup de choses. Serge, dès que je suis rentrée en France en fait et que mon projet, j'avais l'idée, que le truc a commencé à venir, tout de suite j'en ai parlé à Serge. Et Serge, c'est quelqu'un vers qui je me tourne constamment, c'est mon mentor. Wow. Non, vraiment. On me met bien dans cette émission. Je vais acheter des parts. Je lui ai dit de dire ça pour aider la diffusion C'est du podcast. ça. Ouais. Il m'encadre, il me recadre souvent. Et il cherche toujours à ce que je sois focus parce que je pars un peu partout dans tous les sens. Et quand tu vas dans tous les sens, t'es nulle part en fait. Et Serge, c'est vraiment l'entonnoir qui te prend, qui te dit attends, focus. Ton garde-fou. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi exactement? C'est quoi ton attention? Donc, sur la partie stratégique, sur la partie... il m'a beaucoup aidé sur le site internet. Sur la partie visuelle, créa. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai appelé, on s'est mis en FaceTime parce que j'étais en train de travailler des visuels pour une campagne. La facture arrive. Est-ce que tu étais sur Figma? Figma? Non, Oh là. justement, tu vois, c'est ça. Tu vois Pourtant, je lui ai Quiconque parlé. n'est pas encore sur Figma pour son design system va se faire enguirlander par Maître Sergio. Et pourtant, je lui ai parlé, mais tu vois, elle a la tête dure. On était sur FaceTime, j'ai retourné ma caméra pour qu'il puisse voir ce que je suis en train de faire. Ouais. Et ouais, c'est comme je disais au début, c'est hyper important de bien s'entourer. Ouais. Et de s'entourer de personnes calées et bienveillantes. Voilà. Ouais, on peut insister sur le bienveillant. Ouais. C'est clair. Si on fait un circle back sur ce qu'on disait, c'est vraiment calé et bienveillante. Puis des personnes avec qui t'as envie de travailler. Et t'as envie de plus que travailler, parce qu'on ne fait pas que travailler ensemble. Oui, bien sûr. Donc, Là, on a entendu ton parcours. Nous, on a déjà évoqué pas mal de choses dans ce podcast, dans les épisodes précédents. Mais moi, j'aimerais te poser la question, comment tu as réussi à allier finalement ta vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse même, avec ta vie perso? Est-ce que c'est un truc où tu as senti un moment que c'était quelque chose qui était compliqué à gérer, ou c'est quelque chose qui fait tellement partie de toi que finalement, dans ton quotidien, c'est intégré et voilà, pas de barrière non plus? je pense que quand tu décides d'être entrepreneur, tu n'as pas de limite entre ta vie privée et ta vie personnelle. Cette histoire de travailler de 9h à 17h et qu'après on rentre à la maison, on se coupe et le travail n'existe pas, si c'est vraiment ta vision de la vie,
faut pas être entrepreneur. Ouais. Parce que être entrepreneur, en fait, tu dors, tu respires, tu te douches, tu manges et tu penses à comment développer ton business et tu rencontres des gens et la première chose qui t'intéresse, c'est qui ils sont et comment on peut travailler ensemble. Je dis pas que je suis intéressée, mais par contre, je suis intéressée à grandir ensemble, avancer ensemble. Et si on peut être des opportunités les uns pour les autres, je suis all for it. Donc, ma vie professionnelle et ma vie personnelle sont totalement liées. Enfin, je mets pas de limite en fait à ma vie par contre, je ne ramène pas ma vie personnelle au travail. Ok. Je ne discute pas de ma vie privée. Je ne partage rien du tout. Ma vie privée, elle reste à la maison. Ouais. Par contre, ma vie professionnelle, elle est partout avec moi parce qu'elle fait partie intégrante de moi. Good. Ouais. All good. Yes. All good, comme diraient les Texans. All good. Yo. 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 Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal aux oreilles. Ouais. Moi, j'ai jamais compris les gens qui avaient ce besoin de parler de leur vie personnelle constamment avec leurs collègues. Et je pense que c'est notre côté sauvage avec Serge, et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu à l'époque quand on était en agence, c'est qu'on n'avait pas ce besoin en fait constant de... Est-ce que c'est être sauvage finalement? Je sais pas. Un peu quand même. Ouais. Bon, Peut-être dans votre cas. Je dis pas. On l'est quand même. Il y a un épisode où on a parlé des risques et pour tout entrepreneur, je pense qu'il se manifeste à différents niveaux et à différents moments. Est-ce qu'il y a un moment dans ton aventure entrepreneuriale où tu t'es dit, là, je suis en face de quelque chose que je vais avoir du mal à surmonter? Et raconte-nous ça et raconte-nous comment tu as réussi ou pas à surmonter. Ça va nous amener certainement à la façon dont tu t'es adapté, quoi. Donc, je crois que j'ai ça toutes les semaines en fait. Intéressant. Toutes les semaines, j'ai des moments où je me dis comment je vais faire ça? Comment je vais pouvoir surmonter ça? L'un des moments les plus difficiles pour moi, c'était de déléguer. Ouais. Très bien. C'était vraiment difficile parce que tu dois former, faire confiance et former. Et puis laisser les choses, parce que quand on te dit tu délègues, moi j'aime m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Je sais pas tout, je suis pas parfaite, donc j'aime m'entourer et puis demander conseil à des gens qui sont nettement meilleurs que moi. Et quand tu es chef d'entreprise et que tu as tout fait dans ta boîte, tu délègues les choses que tu gères le mieux. Moi, c'est comme ça que j'arrive à former les autres, parce que j'arrive à surveiller de loin et je suis toujours dans cette espèce de contrôle. Donc, s'il faut réagir, tu peux réagir vite réagir. parce que c'est ton domaine de... Exactement. Et ce que je ne sais pas gérer, je travaille avec des personnes extérieures. Ouais. Voilà. Je ne saurais pas répondre à ta question tellement que la tu y as problématique... répondu, je pense. Hein. Ouais. Si c'est récurrent... Ouais, c'est récurrent et tu gères les clients, tu gères tes équipes, tu gères tes produits, tes projets. Et puis, comme je vous disais, nous, au bureau, on a le produit de A à Z. Donc, c'est mis en bouteille et c'est envoyé depuis... La transformation du coup du produit, elle se fait au Maroc ou elle se fait maintenant ici? C'est-à-dire que tu réceptionnes la matière première et tu fais la transformation ici, ou c'est là-bas? Alors, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu appelles transformation? Quand tu reçois les graines d'argan. Non, c'est fait là-bas. On reçoit l'huile finie ici. Ensuite, c'est mis en bouteille, c'est mis en pot. Après, pour la partie cosmétique, on travaille avec des laboratoires. Voilà. Donc, c'est mis en pot, en bouteille ici, en France. Parce que je voulais gérer ça d'ici. Parce que je voulais pouvoir assez facilement... on travaille avec des restaurants, des épiceries fines, et puis il y a toute la partie des clients en ligne.
Et on a des différentes tailles. Donc, par exemple, l'huile d'argan, ça part du 100 millilitres à des bidons de 5-10 litres. Ok. Voilà, Ok. donc on a différents conditionnements et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de gérer ça. C'est de pouvoir mettre en bouteille ici. Écoute, Merwa, c'était un sacré bel épisode en ta compagnie et un sacré parcours. Donc, félicitations. Merci, déjà, c'était en un premier vrai lieu. plaisir d'être là. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on t'aurait aimé aborder, qu'on n'a pas forcément abordés? On a parlé de qui peut être entrepreneur au début, je crois, et je crois que tout le monde peut être entrepreneur. Je pense le seul truc que j'aime faire, l'une des choses que j'aime faire, c'est de motiver les gens. Et c'est de pousser les gens à réaliser leurs rêves et à rechercher leurs rêves. Donc si une chose que je peux ajouter, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut faire vraiment ce qu'on veut à partir du moment où on a la volonté de faire les choses. La seule limite, on le disait tout à l'heure, c'est soi. Donc, Je dirais un épisode de Chiros, là, non? Ouais. Un peu, hein. Ouais. On aurait pu faire un épisode de Chiro sur Merwa, Chiro. largement. Ouais. Non, il n'y a Intéressant. pas de limite, et foncez. Et si on vous dit non, c'est pas un non, c'est un peut-être. Reformule ça mieux. Gardez bien ce type dans votre tête. C'est pas forcément un non, c'est sûrement un peut-être qu'on a mal compris, qu'il faut aller chercher. Merwa, écoute, merci infiniment au nom du Monday Meeting de t'être rejoint à nous pour cet épisode et d'avoir échangé, d'être ouverte sur ton parcours. Je pense qu'il y a tout un tas d'enseignements qui résonneront, je l'espère, puisque l'un de tes skills, c'est de savoir motiver. Je pense que déjà là, autour de la table, pour ma part, je vais parler pour ma part, ça motive. Et puis j'espère que ça résonnera dans un maximum d'oreilles Qu'est-ce qu'il à fait, travers lui? la diffusion de Qu'est-ce ce qu'il fait, podcast lui? Qu'est-ce de qu'il façon essaie très encore? large. Quoi, il joue Non, moi Serge, continue à me supporter. J'attends qu'elle tape le milliard et je revends mes parts du monde des meetings. Il vaudra cher cet épisode. Il vaudra cher. Merci, et j'ai beaucoup aimé le format. Tant mieux. Tant Ouais. mieux. Merci Merci les gars. d'être venu. Les amis, c'était un très bel épisode. On vous le rappellera jamais assez. Mettez 5 étoiles, mettez des commentaires, Envoyez. abonnez-vous, Envoyez. faites sonner les cloches. Je sais pas sur quelle plateforme vous nous regardez, sur quel canal, mais allez faire de la recommandation, du bouche à oreille, et puis postez ça sur vos réseaux, parlez-en à vos familles, à vos amis. Et Sinon, on s'arrête. Hein? Sinon, on s'arrête. Sinon, Non, on sera non, obligé non. d'arrêter. Ouais. Non, ils vont envoyer de la force. On a Jamais Good vibes. On a tout un tas de profils à vous présenter autour de nous qui gravitent et tous plus enrichissants les uns que les autres. Les amis, on a l'habitude de le dire, on est forcément amenés à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Amen.